chacun a son vécu, son histoire, etc. Mais c'est vrai que perdre un papa à 24 ans, ça... Il y a des bases... Toutes nos bases se perdent. Enfin, c'est comme si nos fondations s'écroulaient d'un coup et qu'on devait tout reconstruire. Et en fait, j'ai l'impression de reconstruire aussi ma relation avec mon père après sa mort. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Alexandra, tu m'as écrit il y a un an pile. Ouais. On était censé se voir, je crois, fin d'année. En fait, il y a eu des grèves, hein, si je me souviens bien. Ouais, des rendez-vous manqués, on va dire ça comme ça. Et j'ai repris contact avec toi en début d'année et apparemment, c'est encore mieux qu'on se parle maintenant. D'après ce que tu m'as dit, je sais pas trop ce que tu vas me raconter, mais tu m'as dit, je crois que c'est mieux qu'on se parle maintenant plutôt qu'il y a un an. Comme tu l'as dit très rapidement, en fait, ton papa est décédé. Ouais. Il y a 2 ans, c'est ça? Le 1er décembre 2021, donc ça fait 1 an et quelques mois maintenant. Ouais. Ok. Et donc, tu es donc la 3e femme à venir parler dans Histoire de Daron. J'ai reçu il y a quelques semaines Fanny Ricard pour parler de... Je sais pas si tu as écouté cet épisode où elle parle de comment elle a réglé, on va dire, la relation à son papa. Pas encore. Ok. Et donc il y avait Marie aussi, que j'imagine, c'est ça? C'est elle qui m'a fait... En écoutant ce podcast, j'étais à waouh, c'est incroyable de pouvoir parler de la paternité de son papa. Et c'est elle qui m'a fait un peu le déclic de « Oh bah tiens, je vais lui envoyer un petit mail. » Ouais. Ok. Donc Marie, dont le père a été victime du syndrome du choc frontal, je crois, ouais, c'est ça. C'est ça. Qui est, enfin, c'est un syndrome qui te fait revenir en enfance. Enfin, de ce fait-là, elle a perdu entre guillemets son père, même s'il est toujours vivant. Elle a plus le même rapport à son père, quoi, qui est devenu un enfant avec la mentalité d'un enfant de 7, 8, 10 ans, quoi. C'est assez fou. Ouais. Et donc, je tiens à dire que vraiment, je veux faire en sorte que l'histoire de Daron reste histoire de Daron et qu'on n'ait que des darons. Mais je trouvais ça intéressant, effectivement, d'avoir Fanny il y a quelques semaines parce qu'elle venait parler de relations père-fille. Et toi, j'imagine que tu vas venir parler de relations père-fille aussi d'une autre façon. Mais donc, ne m'envoyez pas de message, s'il vous plaît. Vous pouvez, si vous le souhaitez, je mettrai un lien dans les notes de cet épisode, m'expliquer à travers les épisodes que je fais, qui sont des épisodes un peu participatifs, ce que votre père a fait ou n'a pas fait pour que vous soyez la femme que vous êtes devenue aujourd'hui, ou le fils, hein, d'ailleurs, ça marche aussi pour les mecs. Je vous mettrai un lien, et c'est des épisodes que je sors assez régulièrement, où vous me laissez un message vocal, et pour le coup, vous n'êtes pas dans mon canapé, il n'y a pas d'interaction, mais c'est plutôt un monologue que vous avez, et je trouve ça cool aussi de venir parler de relations père-fille.
j'avais envie de te faire passer toi au micro parce que j'imagine que la mort de ton père a sans doute t'a permis de pouvoir prendre un peu de recul sur cette relation que tu avais avec lui. Ouais. Et est-ce que déjà, tu peux nous expliquer, t'as quel âge? T'as 24 ans? Ouais. Ok. Donc, c'est tôt pour perdre son papa. C'est tôt, et en même temps, je me sens chanceuse. Bizarrement, parce que je sais qu'il y a des personnes qui perdent plus tôt. Bon, après, voilà, c'est pas comparable. Chacun a son vécu, Oui. son histoire, etc. Mais c'est vrai que perdre un papa à 24 ans, ça... Il y a des bases... Toutes nos bases se perdent. Enfin, c'est comme si nos fondations s'écroulaient d'un coup et qu'on devait tout reconstruire. Et en fait, j'ai l'impression de reconstruire aussi ma relation avec mon père après sa mort. Ouais. Grâce au deuil? Grâce au deuil, ouais. Ou à cause du deuil, je sais pas trop comment on peut... Je sais pas trop comment on peut dire. Non, c'est vraiment hyper étrange parce que j'ai beaucoup d'amour. J'en avais déjà avant, hein, mais j'ai beaucoup d'amour qui se dégage. Ok. Et en même temps, c'est perturbant parce qu'il y a le petit coin de ma tête qui me dit aussi, mais il a fait aussi plein de trucs pas forcément top, et sa paternité a pas été forcément top. Et j'en ai pâti, et ma sœur en a pâti. Sûrement d'autres personnes autour aussi. Mais là, j'éprouve énormément d'amour. Tu peux nous raconter un petit peu quelle a pu être la relation à ton père pendant toutes ces années, peut-être chronologiquement, tu vois, du moment où tu étais petite fille, adolescente, peut-être jeune adulte? En tout cas, de tes souvenirs que tu as. Ouais. Alors, petite, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'était un papa très absent. Et encore, il a été plus présent pour moi que pour ma sœur parce qu'il vivait à Paris la semaine et il faisait des allers-retours le week-end. Je crois connaître cette situation. Je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. Bon, pour les gens qui savent pas, j'ai fait pareil pendant des années. Et effectivement, j'étais pas très présent pour mes filles la semaine en tout cas. Et le week-end, t'avais des moments avec lui privilégiés ou... Bah ça, c'était ma sœur en fait. Okay. Et en fait, quand ta sœur qui a quel âge? 30 ans. Ok, donc qui est un poil plus grande que toi. Un petit peu plus vieille. Ouais. J'aime bien l'embêter. Ok. Non, et moi du coup, quand il a, en gros, quand il a su qu'il pouvait rentrer à la maison, ils m'ont conçu. C'est un peu l'histoire. Comment ça, quand il a su qu'il pouvait rentrer à la maison? Il a eu une opportunité de job. Ok. Et en fait, ça signifiait de construire une filiale française pour une boîte. Et du coup, le siège social, il pouvait faire le choix de poser le siège social là où il voulait. Ok. Et il a choisi près de chez nous, du coup. Ok. Et grâce à cette opportunité, je suis née. Mais alors, je comprends pas parce que tu dis qu'il a eu cette opportunité de rentrer, mais finalement, il n'est pas rentré du tout. Ben, si. En fait, en gros, il a su qu'il était pris pour ce job. Ok. Et que du coup, il allait pouvoir vivre à la maison. Ok. Et être 100% du temps avec nous. Ok. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça a été une grosse joie pour mon papa et pour ma maman. Et de cette joie est née la fille que je suis aujourd'hui. Ok. Mais pourquoi tu dis que de ce fait-là, t'as pas de souvenir parce qu'il était à Paris toute la semaine? Non, ça c'est ma sœur. C'était vraiment c'est l'enfance de ma sœur. Okay. Où il n'a pas été là pendant la semaine. Et moi, entre guillemets, il était là, mais il était parti de 7h à 20h le soir. Oui. Donc, au final, j'ai pas non plus beaucoup de souvenirs. Il a bossé comme un acharné, quoi. Ouais. Ok. C'était son boulot, c'était son 3e enfant, en fait. Ok. Donc, voilà. Bon, je l'ai compris plus tard que ça avait
une tout aussi grande importance dans l'individu et pas dans la paternité. Bah oui. Mais ça, c'est un petit bout de chemin qu'on fait quand on grandit aussi. Quand est-ce que t'as compris ça? Un peu avant son décès. Ok. Je pense... il a fait un burn-out. Allez, je dirais... Je crois 6 ans avant son décès. Et... Il est mort quand... je crois pas qu'on l'ait dit, mais il avait 58. Ok. Ouais, 58 ans. D'un cancer du pancréas. Ouais. Qui est assez ravageur. Cancer du pancréas, c'est hyper rapide, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, et encore, je crois qu'on a on a eu une bonne étoile, enfin, je l'ai toujours senti comme ça, on a eu une bonne étoile qui l'a protégé pendant 2 ans. Et quand j'étais petite, il me disait souvent, de toute façon, à 50 ans, je serai plus là. Ah ouais? Ouais. Ok. Quand on est gamine, c'est trash de recevoir ça, et au final, il avait bizarrement raison. Enfin, oui. Il savait quelque part. Pourquoi il disait ça? Je pense qu'il savait qu'entre le stress de son job, les clopes qu'il fumait, et parce qu'en fait, il aimait la vie. C'est bizarre de dire ça, mais il aimait la vie dans toute sa luxure. Il bouffait bien. Il bouffait bien, il buvait bien. Il buvait trop. Il buvait trop. Il buvait trop. Un peu tout, voilà. Ouais. Il fumait trop. Il fumait trop. Toujours un peu dans l'excès, mais c'était... Mais en même temps, ça le rendait très humain aussi. Parce qu'il acceptait de faire tout dans le trop, en fait. Ok. Et toi, t'as grandi avec l'idée que ton père allait mourir, alors? Ouais, un peu. Ok. Et je pense que... Ça t'a préparé? Non. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, ça n'a pas marché, non? Je crois que c'est un truc qu'on se prépare jamais. Mais même quand je le savais que c'était la fin, on n'est jamais prêt à quelque chose comme ça. C'est dingue. Je suis admirative des êtres humains, de vivre des souffrances de ce type et de toujours être debout et de sourire. Et enfin, quand même, c'est quelque chose qu'on partage tous. Et ouais, pour moi, c'est assez fort, ça, de le voir. Mais je crois que lui-même l'avait compris. Et il m'a transmis ça, enfin. Ok. Désolée, Ben non, ne t'excuse pas. Et donc, ça, tu racontais ta petite enfance, c'est ça? Ouais, donc il est pas forcément là. T'as pas trop de souvenirs de ce fait? Non, parce que du coup, quand il était là, on allait au foot. Au foot? Ouais, il faisait du foot. Ok. Donc, notre vie se tournait... En fait, notre vie était beaucoup régie par lui. Ok. Par ce qu'il faisait, par son individualité. Mais du coup, il amenait tout le monde autour autour de lui. Ok. C'était comme ça. C'était vraiment très... Il avait ce don de diriger sans forcément peut-être le vouloir, je sais pas. Mais inconsciemment, voilà, tout tournait autour de sa vie. T'as pu lui en parler de ça ou pas? Moi, je lui en ai parlé. Ouais. Mais lui me l'a pas dit en retour. Enfin, on n'a pas communiqué sur ça. Ok. Quand je sentais que c'était à la fin, je lui ai fait une lettre d'adieu où je reconnaissais... voilà, je lui disais... Tu lui as écrit Je lui ai écrit une lettre. Ouais. Tu lui as lu? Ou alors tu lui as... donné. Tu as donné Tiens, voilà. Tu as donné tes parties, c'est ça? C'est ça. La communication n'était pas trop notre fort de manière générale. Tu regrettes ça un peu avec le recul? De pas, par exemple, tu vois, lui avoir lu cette lettre? Pour voir sa tronche quand il la lisait? Ah, ça aurait été drôle. Bah, oui. Non, parce que je crois qu'il avait besoin de cette intimité-là. Et en même temps, ça a permis aussi une reconnaissance à la fin, quand même. Il l'a pas dit, mais il s'est ouvert à sa vulnérabilité. Et Comment il a fait? Je pense qu'il s'est rendu compte que le plus important, c'était sa famille, peut-être, et l'amour. Et j'aime bien ce terme que André Stern a aussi utilisé, mais l'amour inconditionnel.
Je pense que là où je pense que pendant mon enfance et mon adolescence, et pour ma sœur c'était pareil, ça a été de l'amour conditionnel. À la fin. Ah oui? Ouais, je pense. C'était quoi les conditions? D'être forte, de pas montrer ses émotions, de pas être forcément sensible. On l'a pas dit, mais tu viens de Belgique. Ouais, alors je viens d'un coin paumé de France qui s'appelle Bouzonville. Ok. Et je fais mes études en Belgique. Ok. Voilà. Je fais mes études en psycho. C'est où Bouzonville? Non mais c'est... Ça me fait rire parce que je sais jamais quoi répondre. C'est à 45 minutes de Metz, je dirais. Ok. Un truc comme ça. Dans l'Est. Ouais, dans l'Est. En fait, j'habite à côté de l'Allemagne. Ok. Voilà. Donc, un milieu assez rural, on va dire. Où justement, on faut pas trop dire. On dit pas les choses. On dit pas les choses. On les montre peut-être. Et encore. Ouais, encore. C'est difficile de montrer. Mais un exemple que j'aime bien et qui, pour moi, est assez représentatif, c'est ma sœur a... Je vais aller dans l'intime parce que j'ai demandé à ma sœur son autorisation de pouvoir en parler. Mais ma sœur s'est faite avorter à 14 ans. Ce qui a été difficile, je pense, à vivre en tant qu'adolescente, oui. Qu'adolescente, pour mes parents aussi. Et la première réaction de mon papa, ça a été de lui mettre un coup de pied au cul, comme il l'a toujours dit. Et en fait, il l'a pas dit au moment-là, mais tout de suite après, il l'a quand même accompagné au planning familial. Il l'a accompagné dans son avortement. Et le dernier été qu'on a passé avec lui, on est revenu sur ça, alors qu'on n'en avait jamais parlé. C'était un gros tabou dans la famille. Et en fait, ma famille va le découvrir parce qu'il y a personne qui le sait encore. Parce que ça reste des choses très tabous où faut pas dire. C'est triste, mais c'est comme ça. Okay. Et à la fin, mon père n'en a plus fait un tabou avec nous. Vous en avez parlé? On en a parlé. Et il nous a expliqué... Parce que là, t'avais 8 ans? Ouais, j'étais jeune. Et en fait, je comprenais pas. Je voyais qu'il y avait des soucis, mais je crois que j'en ai fait de l'ennui. Et peut-être c'est là où si j'ai pas trop de souvenirs. Il y avait beaucoup l'adolescence de ma sœur et sa relation avec mon père qui prenait beaucoup de place. Ah. Ils avaient une relation compliquée tous les deux? Ouais. Ok. Ouais. Et en fait, à la fin, il nous a expliqué à quel point il s'en voulait. À quel point il culpabilisait d'avoir réagi, d'avoir eu cette première réaction. Quand tu t'as dit, il lui a mis un coup de pied au cul, c'est quoi? Il lui a mis un coup de pied au cul physique je pense que c'était un... Aujourd'hui, on fait plus ça, mais une claque. Il lui a mis une claque. Okay. Je pense que c'était la première réaction qu'il a eue. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces... Enfin, pour moi, ça me paraît... Ah non, mais je crois qu'il y a toujours des gamines qui prennent des claques par leur père. Ouais, voilà, hélas, c'est ça. Donc, voilà. Il avait peur pour elle et il lui a mis une claque. Ouais. L'aveu de... En fait, je pense qu'il savait pas comment réagir. Il n'avait pas les clés de bien réagir à ce genre d'événement. Tu sais dans quel milieu ton père a été élevé? Un papa plâtrier. Ok. Une maman aide-soignante, si je me souviens bien. Un milieu aussi très rural. Il a été élevé à la dure? À la dure, pas montrer les émotions. Homme, bien patriarcal. Il se faisait cogner par son père? Je pense pas. Ok. Ils avaient beaucoup d'amour entre eux aussi, mais ils se le disaient pas. Oui. Pourquoi on dit pas qu'on s'aime? Bah, c'est dur. C'est dur. Bah oui, faut se mettre à poil. C'est pas facile quand on t'a pas élevé là-dedans et que, en plus, si lui-même a été élevé dans un truc où les parents ils te disent pas, tes propres parents ils te disent pas qu'ils t'aiment, si tu veux. Je crois que c'est super dur de réussir à comprendre
qu'il y a d'autres façons de montrer son amour et d'autres façons de le dire, peut-être, et que de le dire, c'est bien, tu vois. Ouais. Dans un stage que j'ai fait où il y avait un atelier des langages de l'amour. Et je trouvais justement les 5 langages de l'amour et comment le donner et le recevoir. Et je suis persuadée que si les gens prenaient conscience de comment ils aiment recevoir l'amour et comment ils aiment le donner et savoir le communiquer, c'est surtout ça. Bah oui. Le monde tournerait mieux. Ce serait tellement beaucoup plus facile. Le monde tournerait mieux. Ouais. Mais ouais, du coup, il a pu revenir sur sa culpabilité. Il s'est excusé auprès de ta sœur? Il s'est excusé auprès de ma sœur. Et il nous a dit à quel point ça l'avait fait souffrir de ne pas avoir pu être là avec elle dans la salle, etc., etc. J'ai trouvé que c'était très beau comme moment. Vraiment. J'imagine. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père, à toi? Qu'il pouvait m'écouter. Quoi? Ouais. C'est-à-dire bizarre, hein. Alors pour la petite histoire, parce que bon, ma sœur ça a été ça, c'est son gros truc d'adolescence. Ouais. Moi ça a été l'anorexie, Ok. le rapport au corps, etc. Pas facile en tant que cadeau. Et du coup j'ai jamais. L'anorexie c'est un peu vicieux, c'est s'effacer petit à petit. En fait, comme il y avait cette relation avec ma sœur qui prenait beaucoup de place, moi, ma relation s'effaçait, je m'effaçais. Enfin, je pense qu'il y a tout un processus. Bon, c'est un cheminement. Hein. La thérapie aide bien à comprendre. Mais du coup, j'ai jamais su dire à mon père qui j'étais. Et donc, dans la lettre que j'ai écrite, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que j'avais cette sensibilité, que j'avais cette vulnérabilité et que moi j'aime bien l'exprimer. Je pleure, mais ça veut pas dire que je suis pas gaillarde quand même. Gaillarde. Voilà. Et du coup, et donc, en fait, j'ai écrit cette lettre 1 an avant son décès parce qu'on pensait qu'il allait décéder plus tôt. Bon, voilà, bref, on a eu la chance qu'il vive encore 1 an. Et donc, les dernières vacances, il m'a dit « Alex, tu sais, je fais pas tout bien. J'ai pas tout bien fait en tant que papa, et j'en ai conscience. Mais il y a une chose que je sais faire, c'est écouter. » Et ça, pour moi, ça a été énorme. Énorme. Parce que c'est difficile d'être à l'écoute. Oui. C'est très difficile d'être à l'écoute, c'est très difficile d'être à l'écoute de soi et d'être à l'écoute des autres et d'avoir le juste milieu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a écouté? Je crois que j'avais encore peur. Ah oui. Bah ouais, on n'est jamais au bon sûr. timing. Jamais. Bien sûr. Non, à ce moment-là, je pense que je me disais, ok, il a compris. Je crois que ça m'a suffi. Ok. Ouais, je crois que ça m'a suffi de savoir qui comprenait. Et que maintenant, avec un regard, on se disait, ok, c'est bon. On sait, toi et moi. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir encore des chouettes discussions où il m'a raconté un peu son histoire, son vécu avec son papa, son vécu avec les gens qui l'entouraient, parce qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. L'humain. Et en fait, par ça, il se racontait. Et pour moi, c'était un cadeau que je prenais. Ouais. C'était vraiment un cadeau. Parce que justement, il a jamais su être à l'écoute de lui. Il était à l'écoute des autres, de son entourage. Mais être à l'écoute de lui, c'était trop dur. Et dans sa relation, en tout cas, en tant que fille, je crois que j'aurais aimé qu'il puisse davantage se dire lui, prendre soin de lui avant tout. Et en même temps, j'ai l'impression que quand tu me racontes ça, tu vois, tu disais aussi que votre monde tournait autour de lui, tu vois.
C'est hyper paradoxal. Ouais. En fait, bon, j'ai dit que j'ai pas préparé, mais j'ai un peu retracé l'histoire de quand même me remettre des trucs en souvenir et de demander, parce que à ma sœur, à ma mère, à ma grand-mère, donc à sa maman. Et il y avait un truc hyper paradoxal où à la fois il était dans le contrôle, il aimait bien tout contrôler, prendre soin des autres. Et puis, quand c'était de l'ordre de prendre soin de lui, et il perdait le contrôle total, et je crois que ça le déstabilisait, ça lui faisait fondamentalement peur de se regarder lui-même. Ouais. C'est un vrai problème chez les mecs, de prendre soin d'eux. Ouais. Mais plus globalement, c'est plus je crois... simple. En fait, pardon, je te coupe, non, mais vas-y. c'est plus simple, je trouve. Enfin, c'est plus simple. Et même moi, je suis en train de galérer avec ça aujourd'hui, tu vois, alors que les années de thérapie derrière et tout. C'est vachement plus simple de donner que de réussir à recevoir, en fait. Ouais. D'être totalement dans l'accueil de... Ouais. C'est très, très, très dur. Surtout quand t'as été élevé comme, en fait, on se dit pas qu'on s'aime. Est-ce que toi, ça a été aussi le cas, du coup ? Ouais. Ouais, c'est dur. C'est très, 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 très dur. Vraiment de s'ouvrir à recevoir, je compatis avec tous les gars. Et en fait, et en fait, je comprends aussi, tu vois, tout le cheminement de la violence que certains mecs peuvent avoir, etc. De la violence envers eux-mêmes, de la violence envers les autres. Parce que, déjà, s'ouvrir à la douceur, c'est compliqué. Mais alors, s'ouvrir en même temps à recevoir de la douceur, recevoir de l'amour, être capable de le recevoir de façon complètement ouverte, tu vois, c'est très très compliqué. Et j'imagine ton daron qui a été élevé à la dure. Je crois que je vois le style, tu vois. Famille de l'Est qui vient de l'Est. On est dur au mal. C'est un peu le nord-est. Ouais, le nord, pour moi, en fait, l'Est, c'est plutôt tous les aspects, l'aspect sidérurgie, les usines, le dur au mal et tout. Et dans le nord, c'est plutôt les mines et les charbons et tout ce qui va avec, quoi, tu vois. C'est dur. C'est dur. T'as été élevé là-dedans depuis Tu disais tout à l'heure que t'as remonté un peu ton arbre généalogique et que la famille, elle est là depuis 1600, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, paysan depuis de ce temps-là, quoi. T'imagines toutes les casseroles qu'on se refile de génération en génération entre mecs, quoi, tu vois. C'est clair. Et du coup, ça crée beaucoup de conflits, du coup, avec son père, qui était un plâtrier. Et mon père a eu cette ascension sociale, il a eu les opportunités dans sa vie qui ont fait que il a gagné de l'argent. Il a gagné de l'argent. Il a quitté le village. Il a quitté le village. Il est allé à Paris pour ça et puis voyager et il côtoyait des gens importants dans son domaine, qui étaient les gaz frigorifiques, okay. J'en sais rien comment on dit. Okay. Même on a fait un discours à l'enterrement avec ma sœur. Et pareil, on savait pas dire si c'était frigorigène ou frigorigène. Donc on avait l'air un peu con à l'église. Très bonne vanne. Voilà. Frigorer quelque chose. Voilà, c'est ça. On a compris ce que c'est. C'est les gaz qui font du froid. C'est exactement ça. Et il était passionné. On arrive à se passionner pour tout et n'importe quoi, apparemment. Oui, c'est sûr. Non, et tu disais, il se prenait la tête avec son père, c'est ça ? Ouais, parce que milieu de gauche, mon grand-père, on n'oublie pas ses racines et tout. Et puis, il voyait son fils grandir socialement et devenir, gagner de l'argent, l'homme qu'il était, etc., etc. Et en fait... Il m'a raconté une anecdote, mon père, justement, que j'ai vraiment, vraiment appréciée. C'est que un jour, il avait amené... on avait une cheminée chez moi. Et donc, un de ses chauffeurs, un des employés à mon père, mais il les considérait pas comme ses employés. C'était son autre famille. Et donc, le chauffeur ramène du bois.
aide mon père à ramener du bois, et mon grand-père et mon autre grand-père, donc le père à ma mère, ouais, et étaient tous les deux là pour aider. Et le père à mon père qui s'appelait Roger, donc mon grand-père s'appelait Roger et mon papa Robert, comme ça, ça sera plus simple. Donc Roger regarde l'employé à mon père et dit il est comment mon fils comme patron? Et ce chauffeur fait c'est le meilleur patron, c'est pas un patron, c'est un humain ou quelque chose comme ça. Et mon grand-père à ce moment-là, mon père et mon grand-père se sont reconnus en mode ok, en fait mon fils il a pas oublié d'où il venait. Et je crois que ça a apaisé quelque part leur relation peut-être aussi. C'était voilà, c'est un petit truc comme ça, mais juste ok, en fait mon fils il devient grand et il oublie pas non plus d'où il vient et qui il est. En même temps il était très grand déjà. Ouais, un peu vieux aussi. Ouais, voilà. Ok. Comment ça s'est passé le jour où tu as appris que ton père était malade? C'est trop bizarre parce que tout est hyper surréaliste à ce moment-là. En fait, tu le prends. Bah ouais, ok. Il nous l'a caché pendant longtemps. Enfin, je sais pas s'il l'a caché. Il avait super mal au dos. Il est allé voir X spécialistes, etc., etc. Enfin, voilà. Mais lui, il m'a dit, je sens que c'est pas normal. Il y a quelque chose, c'est pas bon, quoi. En plus, et je pense qu'il sentait que c'était un cancer. Et je sais pas, j'ai confondu la prostate et le pancréas. Du coup, moi, je lui ai dit, oh, mais ça va, pancréas, c'est facile, ça se soigne facilement aujourd'hui. Il me fait, non, c'est la prostate, Alex. Le pancréas, c'est plus compliqué. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que ça allait être un chemin fastidieux, je dirais. Donc, on a eu toutes les confirmations parce qu'il y a tout un cheminement, biopsie, machin et tout ça. Mais bon, lui, il le savait que c'était ça. Bah, il l'avait annoncé en plus. Oui, voilà. De toute façon, il nous a dit, bon, je m'attendais pas à beaucoup. Enfin, vu comment je clopais, en gros, c'est comme ça qu'il nous l'a dit. Et à nouveau, c'était... on va voir. On va avancer, on va tous avancer avec ce qu'on a, quoi. Et de nouveau... J'ai souvent demandé, mais t'as peur, papa? Il me disait non. Et je me demande à quel point c'était vrai. À quel point c'était peut-être se mentir à lui-même. Parce que qui n'a pas peur de la mort? Je sais pas. Je sais pas. Comment on aborde ça quand on sait qu'on va partir et... Je sais pas. Ça, je crois que j'aurais bien voulu le savoir. Il te l'a pas dit? Non, même à la fin? Non, ça c'était vraiment en mode... On va se battre et on va garder la force. Et même, je crois que peut-être j'ai pleuré une fois devant lui parce que j'avais peur de sa mort. Même pas peur de sa mort, mais plus parce que je savais que c'était la fin et que je savais que c'était le dernier moment. Mais sinon, j'ai pas... Non, on ne pleurait pas. Tu t'autorisais pas ou... Devant lui, non. Ouais. T'avais peur? Ouais. Parce que les fois où je pleurais devant lui, c'était... Non mais arrête de pleurer, je te comprends pas. Des trucs comme ça, quoi. D'ailleurs, mais il y a un épisode où je crois que j'ai écouté avec ta fille où justement tu parles un peu de ça, où tu dis que t'as accueilli les pleurs, que t'acceptes plus les pleurs de ta fille. Aujourd'hui, ouais. Ouais. Par rapport à avant. Ouais. Parce que c'était déstabilisant de l'avoir pleuré parce que je savais pas comment accueillir justement, tu vois, justement ces pleurs, ces émotions qu'on dit négatives, cette tristesse. Je dis non mais je préfère annuler. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Donc tu
Tu vois, il y a vraiment ce truc de non, mais pleure pas, s'il te plaît, en fait. On stoppe. Voilà. Donc, forcément, c'est vachement plus simple pour toi en tant que parent, mais je suis pas sûr que ça file des coups de main à tes gamins. Pas sûr. Ouais. Mais ouais, du coup, j'ai trouvé ça super beau quand tu lui disais, t'as le droit de pleurer. Et toi, c'était toi qui fais le travail, du coup, d'accepter ces pleurs. Oui. Ouais, c'est plus simple de dire envoie ça, c'est le plus loin de moi, s'il te plaît. Ça dégage. On fouillez. Ça m'intéresse pas. Ouais, non. Mais c'est ça. Du coup, moi, c'était vraiment arrête de pleurer, ça sert à rien. Et du coup, même après, ça a été, même à sa mort, c'était faut pas que je pleure, ça sert à rien. Même quand il était mort, t'as eu du mal? Ouais. Et encore aujourd'hui, je crois, j'ai vraiment du mal. J'arrive pas à pleurer devant les gens. Ok. J'ai vraiment du mal. Alors, je cours beaucoup et du coup, je pleure en courant. Donc, les gens qui doivent me voir, ils doivent se foutre. Enfin, ils doivent se dire. Tu fais du running donc? Ouais. Et tu pleures en courant? Je pleure en courant. Ok. Chacun son truc, hein. Mais en vrai, je fais tout quand je cours. Je danse. Je lâche mes émotions. Okay. Voilà, c'est ma manière d'extérioriser. Il y a une série qui s'appelle Shrinking sur Apple TV+, là. Ouais. Et d'ailleurs que je recommande à tout le monde. Je mettrai un lien parce qu'on en a parlé j'ai un autre podcast qui s'appelle 8 canards avec ma chérie, là où on parle de séries et tout. On a parlé de cette série et ils ont un truc, je trouve. Donc c'est une série où c'est une série avec des psys, tu vois, qui met en scène des psys. Et il y en a un qui donne un conseil et qui dit en fait moi j'ai 15 minutes où je mets la chanson la plus triste et en fait je chiale ma race et après j'arrête et en fait genre je libère tout pendant 15 minutes. Je trouve mais c'est génial. C'est un très bon truc, c'est-à-dire juste ok, t'as 15 minutes pour chialer ta race et tu pleures tout quoi. Bon voilà, si jamais ça t'intéresse. Ah ouais, mais carrément. Si un jour t'as pas envie d'aller courir et que tu veux pleurer. Allez, aujourd'hui... Trouve-toi la chanson la plus triste possible et libère tout. Comment ça s'est passé au moment de sa mort? C'était à la fois très... Alors, je vais peut-être choquer, mais c'était très naturel. Ok. Enfin, moi, je l'ai vécu comme si ça devait se passer comme ça. On s'en fout de choquer ou pas choquer. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, ça peut choquer. Non, t'es là pour raconter ton histoire. Voilà. Bon, c'était... Tout s'est passé très bizarrement parce que du coup, on sentait que c'était la fin, mais l'oncologue nous a dit ouais, ça va aller, etc., etc. Donc ma sœur et moi, on est repartis. Vous étiez à l'hôpital et vous êtes repartis à l'hôpital, c'est ça? Ma sœur est repartie au Pays Basque parce qu'elle vit au Pays Basque. Et moi, je suis repartie dans ma Belgique et j'ai dit à mon père en partant, papa, fais pas trop de folie de ton corps, etc. Il m'a fait non, à part fumer des clopes dans la salle de bain, je ferai rien d'autre. Fumer des clopes à l'hosto. Putain. À ne pas faire. En vrai, si t'es condamné. Ouais, c'est ça. Mais... T'es là, une clope de plus, une clope de moins, autant kiffer, quoi. Tu vois. Je comprends. Si ton père était un kiffeur. Ah ouais, c'est exactement ça. T'as envie de kiffer, quoi. C'est sûr. Du coup, il kiffait dans sa salle de bain d'hôpital, apparemment. Putain. Génial. Quel est l'empêcher de fumer en plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense personne. Et donc, voilà, moi, je repars. Et en fait, c'était un lundi. Et le mardi, je sais pas, il y a un truc, je me réveille, je sens que c'est pas la journée. J'appelle ma sœur me fait Alex, j'ai un pressentiment aujourd'hui. Ma mère, pareil. Vraiment, toutes les trois, on était en mode ça va pas le faire. Le soir-là, il était minuit et quelques, j'avais déjà éteint mon téléphone, je m'apprêtais à aller dormir et mon ordi s'est allumé. Alors, je sais pas pourquoi il s'est allumé, mais il s'est allumé. Et là, j'ai tourné la tête et c'est le téléphone de mon ex qui sonnait. Et c'était ma maman qui me disait « Ils vont endormir papa ». Et là, j'ai eu 2 amies incroyables que j'ai appelées, qui avaient elles-mêmes perdu leur papa, qui m'ont conduit en France dans la nuit pour que je sois là. Ok. Donc,
voilà, ça c'était assez. Je remercierai jamais encore ces amis de m'avoir accompagnée, de m'avoir amenée. Et du coup, j'arrive et mon papa était déjà endormi à ce moment-là. On n'avait pas réussi à joindre ma sœur parce qu'elle est en général injoignable. et donc, j'ai dormi très peu cette nuit-là. Ma maman a dormi avec mon papa. Moi, j'étais rentrée chez ma marraine. Enfin, bref. Et du coup, je suis revenue très tôt à l'hôpital. Et ma maman m'a dit que donc mon papa délirait à la fin parce qu'il avait plus assez d'oxygène, etc. Et il nous avait demandé de lui ramener une fiole de rhum, de son rhum préféré à l'hôpital. Ce qu'on avait fait. Et il l'avait dans le tiroir. Et en fait, avant de l'endormir, il proposait aux infirmières du rhum. Mais du coup, elle pensait qu'il délirait complet. Mais en fait, il était quand même un peu conscient. Il était conscient de... Ça vous dirait de trinquer avec moi? C'est exactement ça. Ça me fait toujours... Moi, je pense que c'est l'une des dernières paroles de mon père, c'était parler de sa voiture et proposer du rhum aux infirmières. Tout va bien. Et voilà. Et en fait, toute la journée, ça a été appeler ses frères et sœurs. Et j'ai de la chance. On a une famille incroyable. Ils sont tous venus. Sa maman est venue. Et ma sœur a pris le premier train. Malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps. Mais dans l'après-midi, mon papa s'est éteint. Et on était tous là autour. On a chanté. On a chanté avant son décès. Ses chansons préférées de Supertramp. Et aussi sa chanson. Alors là, c'était vraiment sa chanson préférée, c'est le Let It Be des Beatles. Et donc, voilà, on était là. En fait, on attendait, je crois. On attendait tous. Mais en même temps, on était tous présents. Et puis quand il est parti, tu pleures. Tu chiales. Hein. Faut se dire... mais en même temps, tu comprends pas parce qu'il y a un corps. J'ai vu un corps, en fait, inanimé. Et en même temps, je sentais encore tellement sa présence. C'était tellement plein d'amour. Et en fait, c'est tout ce qui m'a transmis, c'est tout cet amour, toute cette humanité. Et ça se sentait dans cette salle d'hôpital où il y avait un corps sans vie, qui était celui de mon papa. Mais j'ai senti plein d'amour, beaucoup d'amour. Ah, c'est cool. Ouais. C'est tristement un souvenir qui m'apaise aussi, en fait, dans mon deuil, je crois. Pourquoi tristement? Parce qu'on pourrait dire que c'est la mort, que c'est triste, etc. Moi, j'essaye d'en garder un bon souvenir. Enfin, le souvenir que j'ai envie d'en garder. Plutôt oui. Ça. Ouais. Il n'y a pas à juger. Oh, je me juge, je juge peut-être fortement. Voilà. Moi-même. Non, mais ce qui compte, c'est les vivants. Hein. Ouais. C'est ce qui reste. Qui compte. Hein. C'est ça. Et c'est exactement... En vrai, c'est comme ça que mon père a continué un peu à diriger, même après sa mort. C'est que... en fait, ouais, c'était... ce qui va rester, c'est les vivants. Il le savait. Et du coup, il avait tout prévu pour les autres. Même quand... C'est-à-dire quand j'ai... Du coup, comme on savait qu'il allait partir, on parlait... En tout cas, avec ma sœur et moi, il parlait pas mal de ce qu'il voulait. Et donc, on a préparé son enterrement avec lui, etc. Et je lui ai demandé, mais tu veux une messe? Parce qu'il était fondamentalement pas très croyant. Il m'a fait oui, pour les autres. Enfin, que des trucs comme ça. Et c'était toujours... moi, je m'en fous, je serai plus là. Mais par contre, il y en aura certains qui en auront besoin. Et voilà. Ok. Ouais, c'était... T'as glissé tout à l'heure que t'étais en thérapie? Ouais. C'est la mort de ton père qui t'a... C'est mes 12 ans d'anorexie. Le décès de mon père qui m'a fait reprendre. Et
le fait de moi-même faire des études de psycho, où je me rends compte à quel point c'est hyper important de se connaître soi-même pour pouvoir donner aux autres. Ouais. Et je crois que c'est une grosse problématique aujourd'hui, enfin plus généralement chez tous les êtres humains, de se connaître. Et puis d'autant plus chez les thérapeutes, t'as raison. Ouais. C'est important. Ouais. Alors, je crois que ça, c'est un truc que j'ai envie de transmettre dans ma relation avec mon père. C'est toute l'humanité qui m'a transmise. C'est bizarre, hein, parce que tout ce que j'apprends dans mes études de psycho, de savoir-être, c'est des choses que j'ai appris par le comportement de mon papa. Ouais. Okay. Et peut-être c'est pour ça que je disais aussi que c'était un bon moment aujourd'hui, après un an, parce que j'ai eu des cours sur l'écoute, la considération positive, inconditionnelle, etc. Des choses qu'on apprend en psycho, mais c'est que des choses que j'avais l'impression de connaître, mais par l'expérience de mon papa. Et même le prendre soin de soi au final, parce que il prenait pas soin de lui. Mais il prenait soin de lui quand même, parce que il kiffait. Il kiffait, c'est ça. Il kiffait. Ouais. Oui, dans ce sens-là, c'est vrai. C'était une façon de prendre soin de lui. Ouais. Mais prendre soin de ses émotions, alors, plutôt, je dirais. Voilà, ça serait plus juste. Prendre soin de ses émotions. Ça, pour le coup, il était moins bon. Très clairement. Mais comme beaucoup de gens, finalement. Alors, comme beaucoup de monde. Ouais, on est un peu nuls pour gérer nos émotions. Hein. Effectivement. Et alors, si en plus tu coches les cases, un mec de 50 ans, élevé dans un milieu rural, à mon avis. Et dans une société pas tournée vers le patriarcat, tu rajoutes des trucs et des trucs. T'as des puntos en plus. Hein. C'est clair. Tu me disais dans ton mail que t'avais écrit sur la famille ? Que t'as entrepris un travail d'écriture, c'est ça ? Ouais, j'aimerais. En fait, je crois que je commence tout doucement. Je commence par écrire, essayer de retracer mon histoire. Ton histoire à toi ? Ouais. Et en fait, je crois que quelque part, j'ai envie d'inviter ma famille à pouvoir se dire, à pouvoir se raconter, à pouvoir se libérer de tout ça. À parler, à lever les tabous. Et justement, les inviter pour pouvoir créer quelque chose ensemble. Tu comptes faire comment ? Leur faire écouter le podcast. Pour commencer. Je suis donc à nouveau un canal. Bonjour la famille d'Alexandra. Non, mais c'est vrai, peut-être. Ah, c'est la première étape, c'est ça ? Ouais. Ok. Ouais, j'aimerais bien. Ah, cool. J'aimerais bien qu'ils se disent on a la liberté de parler. Et en plus, entre nous, en famille. Et dans une famille où, justement, on est tellement unis et voir qu'il y a encore des tabous et des choses qu'on n'ose pas se dire, je me dis, en plus, on souffre tous. Enfin, je veux dire, on a tous des deuils à... Enfin, je pense à ma grand-mère qui a perdu son fils, aux frères et sœurs de mon papa qui ont perdu un frère. Et enfin, c'est pas rien, quoi. Bah oui. Moi, j'ai perdu mon papa, mais ma maman a perdu son mari. Enfin, on a tous perdu quelqu'un. Ouais. Donc, on peut en parler, j'ai envie de dire. Parce que, quelque part, il a été aussi... alors, il a repris un peu le rôle du patriarche de la famille quand son propre père est décédé. Et je crois que... C'était le fils aîné ? C'était le fils aîné, ouais. Et donc, on continue, mais ouais. il les aimait énormément, mais il leur disait pas. Mais il fait pouvoir dire et dire à quel point lui les aimait et qu'on peut être unis. Et je crois que ça serait pas mal. Et j'aimerais vraiment écrire sur ça. Ok. C'était pas le sujet du podcast, mais t'as pas beaucoup parlé de ta maman finalement ? Ouais. Comment ça se passe avec ta maman et surtout depuis la mort de ton père ? Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué pour elle. Parce qu'elle se retrouve toute seule.
En tant que maman, déjà, comme mon papa était pas forcément là quand on était petite, elle a dû fortement gérer toute seule. Et maintenant, elle doit regérer toute seule. Alors qu'elle a, entre guillemets, mon père gérait tout. Mais il gérait aussi sa vie. À elle, quelque part. Et donc, il la laisse un peu comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'elle le reçoit. il va temps qu'elle se redéfinisse par rapport à elle-même, c'est ça? Ouais. Et j'aimerais tellement qu'elle puisse s'ouvrir et devenir la femme qu'elle a envie d'être. Qu'elle prenne ce décès comme un dernier cadeau de mon papa pour lui dire allez, vas-y, tu peux être qui tu as envie d'être. Ouais. Ouf. Mais c'est tout un chemin qu'elle a à parcourir, elle, qu'on a chacun nos chemins, Ouais, de toute façon. On a chacun nos chemins avec nous-mêmes et c'est pas toujours évident. L'être humain est un être complexe et ambigu. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, mais c'est beaucoup d'espoir. J'espère qu'elle sera nourrie, qu'elle pourra trouver ses ressources en elle pour se nourrir et être bien. Mais je pense que c'est hyper complexe parce qu'il y a aussi des trucs où on en veut encore enfin, moi, je sais j'allais t'en parler, justement. T'as encore de la colère pour ton père, là? Ouais, il y a des trucs où je me dis, mais quand même, t'as été con, quoi. Genre, t'étais con. Et je suis sûre que c'est que ce soit ma mère, ma sœur ou moi, ou même tout le monde, on a envie de dire, mais putain, quoi. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as agi comme ça? Et donc, cette ambiguïté entre... il est décédé, qui peut en vouloir à un mort? Justement. Ouais, justement. C'est ça. Ce qui compte, c'est les vivants. Bah ouais. T'as le droit d'en vouloir à ton père. Ouais, je suis d'accord. C'est plus dur à ressentir qu'à penser, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je pense. Ok. Le vivre. C'est ça, de vraiment dire... Ouais, j'ai le droit. J'ai le droit de lui en vouloir et j'ai le droit d'avoir de la colère en moi. Tu connais les étapes du deuil? Ouais. Tu les as fait en cours, j'imagine? Ouais. Il y a la colère à un moment donné qui est là. Hein. Ouais. La colère, le déni. Et je pense que... Et en fait, la colère est une émotion très, très négative, on va dire. Perçue comme négative. Perçue comme négative. Mais qui est bonne aussi. Comme toute émotion. Bah oui. Et, puis ça peut libérer la colère. Hein. Ça peut libérer. Souvent, ça libère en plus. Ouais. Ouais. Je t'enverrai un lien si tu veux. Il y a Mayua, avec qui j'ai fait un autre podcast sur le divorce. Dis donc, je n'arrête pas. Qui a écrit un super texte sur la colère dans une newsletter que je connaissais pas d'ailleurs, mais qui n'est pas une newsletter à elle, mais qui a écrit un super texte sur la colère. Je vous le mettrai aussi en lien. Où elle raconte son propre cheminement par rapport à sa propre colère. Alors, rien à voir avec un deuil, mais l'air de rien quand même un deuil par rapport à sa vie personnelle. En tout cas, rien à voir avec une mort. Voilà. Ouais. Parce que les deuils, on en vit en fait... Tout le temps. C'est ça, un divorce, c'est un deuil, c'est la fin de quelque chose. Oui. Exactement. C'est ça. Donc non, rien à voir avec une mort, la mort de quelqu'un, mais en tout cas, quoique, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien et je te l'enverrai si tu veux. C'est hyper intéressant, son propre chemin par rapport à la colère. Et je trouve que ce texte vaut la peine d'être diffusé le plus partout. C'est pas français du tout, mais vous avez l'idée. Partageons-le. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Il y en a plein, hein. Je pense qu'on pourrait parler des heures des relations et de la paternité et de ce qui se joue, en fait, parce qu'on est tous construits par une relation parentale, on va dire. Ouais. Et donc, c'est compliqué. Non, je crois que ce que j'ai envie, surtout, c'est de pouvoir reconnaître que les papas, c'est des papas, c'est souvent des compagnons ou des maris ou que sais-je,
mais c'est aussi des personnes, Des êtres humains des à part. êtres humains à part, qui font avec ce qu'ils ont. Et je pense qu'il y en a beaucoup de personnes dans ton podcast, de ce que j'ai entendu, le disent. Mais je crois que on peut le répéter et le marteler, mais on a nos rôles, mais on a aussi qui on est profondément. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ton père n'était pas qu'un père, mais aussi un humain? Quand j'ai vu tous les gens qui me disaient, mais wow, ton papa a tout ce qu'il m'a apporté. C'est des cadeaux. Il avait ce don de lier et de rassembler et d'aider humainement les gens. C'était un psychologue sans le vouloir, en fait. Et de voir tout ce qu'il apportait autour de lui, je me suis dit, mais en fait, mon papa, il apporte tellement autour. C'est pas qu'un papa pour moi, en fait. C'est pour tout le monde. Voilà. Et je crois qu'il y a... Je dirais... Alors, dans le mail que j'avais dit, c'était un papa pour beaucoup de gens. Alors, je sais pas si c'est un bon terme de dire que c'était un papa pour beaucoup de gens, mais en tout cas, il était humain et il voyait l'humain. C'est ça. Il pouvait être identique avec un ministre que le dimanche au PMU à Bouzonville, quoi. C'était la même personne. Un humain. Ok. Merci Alexandra. De rien. C'était super. Merci à toi. Un grand merci à toi d'être venu te livrer à mon micro. Et puis, si ça vous intéresse, venez réagir dans mon Discord, parce que oui, c'est vrai. j'ai ça désormais. Vous pouvez venir commenter les épisodes et venir discuter. Je sais pas si tu y es dessus, Alexandra. Mais je connais Discord. Mais bien, il faut venir sur mon Discord. Je vous mettrai un lien dans les notes. Twitch aussi. Je vais me remettre à Twitch petit à petit. je sens que l'appel de Twitch revient. Ouais, ça commence à... Enfin, de ce que j'entends, ça prend oui. un... Oui, peut-être. Merci beaucoup, Alexandra, c'était super. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.